Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Usaï TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Ce jour, chers amis internautes, je reçois pour vous Alain Adiou, qui est ancien ministre de la République, acteur politique. Il sera face à Georges Anagonu, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de Usaï TV. Il est socio-anthropologue, analyste politique. Avec eux, chers amis internautes, nous parlerons de l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon, les engagements pris lors de la prestation du serment le 23 mai 2021, sont-ils en train d'être respectés? Sont-ils en train de tenir leurs promesses? Nous en parlerons au cours de cette émission. Nous parlerons également des débats qui se font montre de part et d'autre autour de la tenue des élections législatives de janvier 2023. Nous parlerons également, si le temps nous le permet, de l'activisme politique du parti politique Les Démocrates, dont les acteurs se sont fait montre un peu partout sur le territoire national au cours de cette semaine. Voilà l'essentiel du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On retrouve mes invités pour le décryptage juste après ce jingle. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Alain Adiou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être des nôtres sur Usaï TV. Pour la première fois. Pour la première fois, vraiment. C'est un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Georges Anagonu de toujours répondre à l'appel, quelle que soit l'heure à laquelle on appelle. Merci. Merci. Bonjour aux auditeurs de votre télévision. C'est vrai que je deviens de plus en plus rare parce que c'était ma manière de laisser la place aux vrais acteurs politiques. Mais il faut dire qu'ils se font pas très montre. Je sais pas, mais moi je dis chaque individu a une obligation vis-à-vis de la nation, et par rapport, comme on le dit en sciences sociales, vous avez un statut, et par rapport à ce statut là, il y a des attentes vis-à-vis de vous. Donc moi je tiens à remplir ma mission vis-à-vis de la nation. Pour les autres, ils sont libres. Alors, Alain Adiou, je me retourne vers vous. Nous allons entrer dans le vif du sujet de ce qui nous réunit ce matin. Le 23 mai dernier, Patrice Talon célébrait 1 an de son second quinquennat. Des engagements ont été pris lors de la prestation de serment. Un mandat placé sous le signe du hautement social. 1 an après, Alain Adiou, quel est votre bilan? J'avoue que je n'ai pas vu la date passer. Ça veut dire que la date ne m'a pas marqué. Ce n'est pas parce qu'elle ne m'a pas marqué qu'elle n'a pas marqué le pays. Mais je doute fort que ça ait vraiment marqué le pays, en tout cas positivement. C'est juste pour dire que les temps sont difficiles. Et que l'an 1, que ce soit en avril ou en mai, l'an 1 est passé relativement sous silence. Peut-être que c'est à cause de l'an 1 ou pour fêter l'an 1 que le gouvernement en action, c'est bien ça, hein, le label que j'ai vu rapidement à l'une des télés, la télé nationale, pour ne pas la nommer, que les gens se sont vus obligés de nous dire tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que le peuple se demande ce qu'ils font. Le peuple au quotidien, vous connaissez la situation, elle peine à survivre. La pauvreté a grimpé, la misère s'est installée. Bon, mais c'est vrai que on sent un peu le gouvernement. Le chef de l'État a promis dans son discours de la fin de l'année écoulée que son mandat, son quinquennat, le second, il a bien dit le second, donc le deuxième et le dernier, sera mis sous le signe du hautement social. Il aurait pu ne pas ajouter le hautement, dit simplement social, mais on verra bien ce que ça va donner. Il fait des efforts. Les gens ont pensé peut-être que le social, c'est de la distribution c'est pas de la distribution. On ne demande pas au chef de l'État, et personne ne peut le faire d'ailleurs, d'être le Père Noël. C'est pas le Père Noël. Qu'il mette en place une politique qui tienne à la fois compte de l'humain et du capital. C'est au niveau de l'humain que la politique qu'il est en train d'installer a des faiblesses. Les faiblesses. Je reviens par rapport à cet aspect, Georges Anagonu. Lorsque vous suivez votre vis-à-vis, est-ce que le bilan est partagé? Est-ce que vous avez noté de la pauvreté, de la misère dans le rang des populations? Une année sur 5 ans, c'est quoi? Une année sur 5 ans, c'est la période de poser les jalons. D'annoncer les couleurs de ce qu'on veut faire. On a annoncé dans le discours, dans la campagne, ce qu'on veut faire, mais une année, on doit être en train de voir clairement où est-ce que les 4 ans qui restent vont nous conduire. Et donc, en ce qui concerne
le président de la République, comme c'est un second mandat, je pense que certains avaient fait le point à la fin du premier quinquennat pour dire que les programmes lancés étaient parfois à 60%, parfois à 50%, d'autres n'avaient pas commencé pour le premier quinquennat. Donc, il est normal que lorsque le chef de l'État vient pour son second quinquennat, qu'il puisse continuer et aller vite peut-être. Parce que moi, je me demandais qu'est-ce que le PAG2 dit et qui coupe avec ce que le PAD1 a dit. Ce n'est pas possible. Parce que le PA2, le PAG1 était en cours. On n'a pas pu terminer PAG, on n'a pas pu beaucoup avancer avant que... C'est normal, parce que lorsque vous devez prendre le temps de voir ce qu'il y avait, qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce qui reste à faire, et qu'est-ce que je dois faire, et faire votre propre programme, qui est le PAG, eh bien, tout ça là a fait que on était parfois sur des lignes données à 50%, parfois même en dessous de 50%, et que le second mandat, moi je l'ai dit pour dire, le second mandat va permettre au chef de l'État de véritablement et apporter ces changements. Maintenant, est-ce que pendant une année, il a pu lancer ces couleurs-là? Il a pu lancer les chantiers qui nous permettent de savoir que, eh bien, dans 4 ans, nous aurons un meilleur résultat. Donc, le bilan que moi j'aurais voulu faire est-ce que vous avez des prémices? Voilà, c'est-à-dire le bilan que j'aurais voulu faire pour les 1 an déjà passé, c'est voir est-ce qu'il y a les prémices justement de ce qui peut conduire au hautement social. Oui, de façon sociale. Est-ce que vous avez noté? Le doyen, vous voyez, si vous prenez le projet achat, et ce qui concerne l'assurance... Pour le renforcement du capital humain. Renforcement du capital, je pense que le projet est parti. Le projet est maintenant parti. C'est vrai que ce qu'il y a pour ce gouvernement-là, ils sont tellement technocrates que, au fait, ce qu'ils font, c'est souvent dans les bureaux qu'ils ont fait avancer et qu'ils ne savent pas vraiment comment communiquer pour dire ce qu'ils sont en train de faire réellement pour qu'on puisse voir. Ça, c'est très important. C'est très ça qu'il y a eu la tournée. Peut-être qu'on viendra sur la tournée pour voir. Donc, aujourd'hui, il faut être, pour faire un bon bilan à la fin du deuxième quinquennat, il faut vraiment être sûr que au moins tout ce qu'on a lancé, tous les chantiers lancés au cours du premier quinquennat, que l'on puisse les finir avant la fin du quinquennat. Cela veut dire que l'achat serait complètement en route, que le renforcement du capital humain, on aura plus de choses à dire. Et le doyen l'a dit, et moi j'avais compris ça dès le départ, et je disais sur certains plateaux pour dire, le hautement social, expliquez aux gens. Est-ce que ce serait de l'argent qu'on va distribuer aux gens? Non. Mais on va poser les jalons pour permettre à chacun, dans son activité, de pouvoir avancer et de pouvoir subvenir à ses besoins. C'est ça, le hautement social qu'on peut attendre. Et effectivement, une nation comme ça, par exemple, les 1 an sont terminés et le problème de salaire n'est toujours pas réglé. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on va continuer de faire les négociations jusqu'à terminer deuxième année? En ce moment-là, sur ce côté, le hautement social n'aurait pas pris. Donc, pour ce premier truc-là, le bilan qu'il faut faire pour moi, c'est que est-ce que les chantiers qui existaient déjà sont vraiment renforcés, sont vraiment repartis? Quand vous prenez le truc des logements sociaux, je pense que maintenant c'est parti, c'est lancé. Donc, en général, pour vous résumer, Jean-Jean Agonou, le bilan est positif. C'est lancé. Le bilan est positif. C'est le bilan. Oui, le bilan, ça dit que en cours de chemin, 1 an, je vous ai dit, les prémices sont jetées, sont lancées, et ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, Alain Adibou, lorsque je retourne vers vous, tout à l'heure, vous étiez en train de parler du plan humain, où, selon vous, le régime n'arrive pas quand même à effectuer des actions avec efficience. Est-ce que vous pouvez vous expliquer davantage? Ce que je prends en considération, c'est le modèle économique qui se dégage du comportement politique du décideur aujourd'hui. Le modèle économique que je pressens, que je soupçonne, c'est du libéralisme très capitalistique. L'accent est mis sur le capital, et le capital financier. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains techniciens qui se réclament tels en tout cas, et qui pensent que toute autre considération, toute autre analyse serait pure illusion. Alors que, en Afrique, nous n'avons pas besoin de copier les modèles d'ailleurs
Pendant 60 ans au moins, nous n'avons fait que ça. Et ce que le monde attend de l'Afrique aujourd'hui, c'est sa spécificité, son particulier. Comment est-ce que vous vous réfléchissez, vous, les Africains? Le vivre au quotidien, c'est quoi? Comment est-ce que je m'organise pour manger? Parce que les besoins fondamentaux sont des besoins naturels, sont des besoins humains. Et la satisfaction des besoins humains, quelque part, a une coloration culturelle. Tout le monde dit aujourd'hui, tout le monde comprend aujourd'hui, on défend en tout cas que la culture est l'un des socles majeurs, sinon le socle majeur du développement. Et pendant très longtemps, on a mis ça de côté, on a oublié ça. Alors, que l'on pense simplement qu'il faut appeler des investissements de capitaux, que les gens viennent, produisent de la richesse, créent des entreprises, transformer nos enfants en ouvriers agricoles, en ouvriers de production, de producteurs, dans le coton, dans la narcade, dans ceci, etc. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que nous avons vu ailleurs. Vous suivez des informations un peu partout. Qu'on remplace un Roland colonialiste d'hier par un autre Roland colonialiste. Il y a des étrangers, je ne veux pas en nommer en particulier, qui viennent en Afrique, qui achètent de grands espaces, des milliers d'hectares, pour installer des entreprises qu'ils contrôlent. Et les habitants, les citoyens des pays africains n'ont rien d'autre à faire que de vendre leur main-d'œuvre. Et parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont mal formés, parce que l'État ne les défend pas, ils sont obligés de devenir, entre guillemets, esclaves du capitalisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. On a besoin de créer de la richesse. Mais il faut créer de la richesse à partir de nous-mêmes, de ce que nous avons fait. Moi, j'ai confiance en certains, dans les Béninois. Quand vous mettez en place un système de liberté, donc c'est ça le libéralisme, quand vous mettez en place le droit de propriété, le droit de travailler, le droit de défendre ses intérêts, et que les conditions sont mises en place pour accompagner les jeunes générations, vous trouverez forcément des gens qui vont créer de la richesse. Il y en a plein qui ont des formations professionnelles, qui sortent de nos écoles techniques et qui peuvent faire des choses. N'oubliez pas que j'ai dirigé ce secteur-là pendant au moins 1 an en tant que de ministre de l'enseignement technique. Il y a à améliorer, ça c'est vrai. Mais qu'on mette l'accent uniquement sur les gens vont venir, ils vont investir, il y a de nouvelles entreprises. Je préfère, moi, que cette logique soit appliquée pour soutenir et renforcer les détenteurs de capitaux, les détenteurs nationaux de capitaux, pour que demain, vous savez ce que je suis en train de dire, qu'on ne dise pas que je suis un nationaliste à outrance ou non, pour que demain, les résultats des investissements ne soient pas entièrement tournés vers l'extérieur. Ne soient pas entièrement tournés vers l'extérieur. Avant de revenir à Georges Anagounou, j'aimerais vous poser la question de savoir, dites-nous, quelles sont les actions fortes que le régime de la rupture a eu à engager qui vous ont marqué positivement? Là, vous ne parlez pas du deuxième quinquennat. Vous parlez du premier et de sa suite. Oui, de sa suite. C'est un peu ce que j'ai dit là. Depuis le début, vous avez vu, le chef de l'État a pris son option économique, notamment basée sur le libéralisme, et il a dit partenariat public-privé. Le public a trop dominé, maintenant on met l'accent sur le privé. Quelque part, ce n'est pas complètement biaisé, mais il faut modérer. Un partenariat public-privé, privé-public équilibré, pour qu'il n'y ait pas une dominance. Malheureusement, il y a une dominance. Le privé. Et maintenant, ce que je critique en particulier, et les gens ne veulent pas, dans le privé, il y a une partie du privé qui est contrôlée par des intérêts plus privés encore. Donc, n'entre pas dans ce petit cercle-là qui veut. Il faut connaître le chemin qui conduit au roi. Sinon, vous ne pouvez pas entrer dans ce cercle très fermé. Donc, vous voyez, ce sont des actes posés dont les résultats demain sont inquiétants. Georges Anagounou, vous voulez réagir? Je dis souvent, j'ai eu une chance sur les plateaux que je passe. Parfois, c'est une chance de discuter avec le professeur Alain Adouo. J'ai eu des anciens ministres que parfois j'ai rencontrés sur des plateaux. Et moi, c'est un honneur pour moi. Maintenant, et parce que quand ils parlent, vous avez souvent, quand vous êtes attentif, vous allez voir développer une idéologie. Et c'est ce que j'ai vu dans la démarche du professeur, j'ai vu le socialiste, et qui pense qu'on peut encore tomber dans un colonialisme économique. Sociolibéralisme. D'accord, oui, bon, voilà, si vous voulez, qu'on peut tomber dans un... Et je disais que dans l'histoire de la société humaine,
Et on a eu parfois à penser que ce colonialisme économique dont vous parlez, que ça pouvait avoir une autre connotation. Que au lieu que le profit aille complètement aux propriétaires de l'infrastructure, si je peux ainsi m'exprimer, que le profit puisse aller aux travailleurs. Mais je ne vous apprends rien que le développement qu'on a eu par la suite, et là je le dis pas seul parce que je suis un peu Raymond Aron, qui avait trouvé finalement que, en réalité, dans la lutte des classes, que c'est souvent l'infrastructure qui tire le profit de l'organisation de la société, de l'organisation de l'entreprise. Parce que on est allé, même dans des pays soviétiques, on a tout le temps renforcé l'infrastructure, donc on a renforcé et le propriétaire de l'entreprise, et ça n'a pas souvent marché, ça n'a pas souvent profité aux travailleurs. Et donc, cette faiblesse-là peut se remarquer partout. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, effectivement, le gouvernement travaille pour essayer de mettre les gens, les ouvriers, c'est vrai, à développer beaucoup d'ouvriers dans notre société et que on puisse trouver, j'ai même pensé que quelqu'un a dit il y a quelques jours que en matière de chômage, nous sommes à 2% dans notre pays et j'ai commencé par chercher depuis ce jour-là pourquoi il dit ça. Parce que ce qu'on peut appeler la précarité, ce qu'on peut appeler le travail au noir, ce qu'on peut appeler l'ouvrier précisément, il les a comptabilisés. Comme une fois que vous faites quelque chose pour manger pour lui, c'est que vous avez un emploi. C'est ce qui a été dit. Et donc, le gouvernement s'est dit, nous sommes dans un pays où l'agriculture constitue une richesse fondamentale. Et si c'est ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons permettre à tous ceux qui ont les moyens d'investir. Il y a quelques jours, j'étais dans une ferme d'un ami et j'ai observé en tant que sociologue et j'ai constaté que je lui ai dit à la fin pour dire, mais donc pour être fermier, il faut être riche. Parce que il a d'abord acheté les domaines chers. Il a acheté des machines qu'il a installées là-dessus. Et donc, à partir de cette infrastructure, lui se met à exploiter effectivement ce que vous dites, comme les ouvriers, tous ceux qui travaillent là-bas, dépendront de lui. Et moi, j'avais dit, lorsque le chef de l'État a annoncé le retournement social, j'ai dit, est-ce que quelqu'un qui est libéral, capitaliste, comme vous êtes en train de le dire, peut se livrer à ce que nous, on peut appeler retournement social ici. Retournement social, quelqu'un me disait que on n'a rien fait par rapport à la crise, que dans un pays qui n'est pas loin de nous, qu'on a donné directement de l'argent aux citoyens. Je pense qu'on a parlé de 80 000 ou un peu plus. Et que ça, c'est du concret. Et je me dis, dans la tête de celui que nous avons comme président de la République, ce qui constitue une organisation scientifique pour lui, est-ce que ça peut le conduire à poser un acte pareil? Nous ne devons pas attendre ça de lui. Et j'ai été fier quand le professeur a dit, il faut comprendre le retournement social. Le retournement social aujourd'hui, il faut effectivement l'expliquer aux gens. Qu'est-ce que nous avons appelé retournement social? Quelle est votre appréhension à vous du retournement social? Non, le retournement social dans un pays comme le nôtre, c'est le projet achat par exemple. C'est juste le projet ASSA, par exemple, qui permet d'assurer la santé aux populations. Le retournement social peut passer par là. D'accord? Le retournement social peut passer par le renforcement de cantines scolaires qui permet de maintenir les élèves, les enfants à l'école pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Ça, c'est le retournement social. Le retournement social peut conduire. Le tout n'est pas de dire que les gens ont l'assurance sociale, mais il faut renforcer les centres de santé. Moi, j'ai suivi hier à la télé, dans le pays justement où on a donné 80 000 du moins directement aux populations, eh bien, il y a eu court-circuit dans un hôpital et 11 enfants en est mort, 11 bébés. Et quand vous voyez les gens, ils critiquent le fait que les centres de santé ne soient pas équipés. Nous pouvons alors opérer un choix. Est-ce que nous pouvons choisir de renforcer ces infrastructures-là pour que l'homme, lorsqu'il va à l'hôpital, puisse être sûr de l'endroit où il est. Et rester en vie.
ou de dire je remets l'argent dans la poche des gens directement et je laisse l'infrastructure se détériorer. Ça aussi, c'est une idéologie qu'on peut développer et faire opérer son choix. Et penser à moi, je pense que le gouvernement politique a opéré aussi des choix dans ce domaine-là que nous pouvons, et étant loin, le professeur et moi, du gouvernement, nous pouvons librement analyser. Alors, Alain Adéo, lorsque l'on revient à notre thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon, sur le plan politique, qu'est-ce qui vous a marqué? Sur le plan économique, qu'est-ce qui vous a marqué sur le plan social? Bon, sur le plan économique ou sur le plan socio-économique, j'ai déjà annoncé un peu les couleurs. Sur le plan politique, c'est la plus grande catastrophe. Pour moi, c'est la plus grande catastrophe. Vous savez, la démocratie et le développement ne sont pas antinomiques. Sinon, certains pays dans le monde ne seraient pas appelés aujourd'hui des pays développés. Quand bien même, il n'y a pas de pays développés, point, de pays sous-développés, point. Mais ça, c'est des débats théoriques. Donc, démocratie et développement peuvent aller ensemble. Dès le début, j'ai observé que certaines dispositions de loi dérangeaient le chef de l'État, dérangeaient M. Patrice Talon, homme d'affaires. Et il avait pris le temps d'étudier. Parce que c'est un monsieur qui connaît la réalité du Bénin. Comme vous le dites, et ce n'est pas faux, il n'était pas si loin du pouvoir. Donc il connaissait les points forts et surtout les points faibles par rapport à ce que lui, il portait comme préoccupation. Chef d'entreprise, créer une entreprise et gagner. Il y a telle disposition de loi qui m'embête. Il est arrivé, dès le début, alors qu'il n'avait pas les députés tous à sa solde, il a utilisé des stratégies pour les avoir. 7e législature. Là, vous vous référez à son premier quinquennat. Il les a mis en boîte. Et puis il a dit, allez-y maintenant. C'est comme ça qu'on fait. Vous savez, vous avez des intérêts que je connais, je ne peux pas parler, si je ne voulez pas que je parle, etc., etc. Et il les a tenus. Là, vous parlez du premier quinquennat. Le premier quinquennat, qui a annoncé le deuxième. Oui. D'accord? Et à partir de là, il a mis en place ce qu'il lui permettrait, lui, de développer sa politique économique, notamment. Donc, au plan politique, il a vicié les choses. On ne pouvait pas s'attendre, encore que certains analystes politiques, oui, on ne pouvait pas s'attendre que pratiquement les mêmes textes de loi, la même constitution, les mêmes règles du jeu dans les textes écrits. Allez-y, le premier président de la République sous l'ère de la démocratie, Nicéphore Soglo. Le second, Mathieu Kérékou. Le troisième, Yahi Boni. Et le quatrième, Patrice Talon. Ce sont les mêmes textes. Et déjà à partir du troisième, le président Yahi, on a commencé à entendre, je dis pi, il dit pan, ping, pan. Ça veut dire que le législatif et l'exécutif peuvent conjuguer, regarder ensemble. Alors que le législatif, tel que cela a été prévu, c'est pour être un contre-pouvoir. Donc, les prémices étaient déjà là. N'oubliez pas que le chef de l'État actuel n'était pas si loin du pouvoir de son prédécesseur, n'est-ce pas? Et puis, il est arrivé. Ce qu'on pouvait craindre, et donnez-moi le temps de le dire, ce qu'on pouvait craindre, j'étais au gouvernement, j'avais un poste ministériel, le premier, relation avec les institutions, qui me mettait au cœur du jeu politique. Et je prends l'exemple, simplement l'exemple de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle sous le président Kérékou. Je me rappelle, en tant que président de la République, l'exécutif devait en désigner 3 et le législatif 4, le bureau législatif 4. Il m'a dit, attendons de voir, parce que nous avons déjà les propositions, attendons de voir les 4 que le Parlement va désigner. Parce que on ne sait jamais, les Béninois, on les connaît, ils courent partout s'ils veulent quelque chose. Il se pourrait que ceux qui sont avec nous, qui ont négocié et qui veulent, soient également partis de l'autre côté. Et on a attendu juste le temps que les 4 sortent là-bas et les 3 d'ici sont sortis. Il n'y avait pas de collusion, etc. Et les 7 se sont retrouvés. Et on a laissé les 7 travailler. Mais après,
Après le président Talon, le président Kérékou, sous le président Yahi, c'était pas ça. Les 7 étaient contrôlés. Les 7 désignés pour être membres de la haute cour étaient contrôlés. Et à partir de là, c'est l'exécutif qui avait un droit de regard. Le même système a continué. Donc, les textes sont là. Les textes n'ont jamais dit que. Mais l'application des textes a fait la différence. Et nous en sommes là. Sur le plan politique, je finis. Sur le plan politique, le président de la République, l'actuel, a redistribué les cartes, a bousillé les acquis. La démocratie est en souffrance et il faut absolument que prochainement, elle soit rétablie dans ses fondamentaux. Est-elle en souffrance, la démocratie, pour rebondir sur la chute du ministre Adibou, Georges Nkonou? Vous savez, quand on me pose souvent cette question, je me dis, les options politiques du président Yahi et du président Talon ne sont pas forcément les miennes. Ne sont pas forcément les miennes. Je n'aurais peut-être pas et pris ces options-là. Il faut être honnête de le dire. Et je le dis souvent pour dire, le premier choc que j'ai reçu quand le régime est arrivé, c'est quand un beau matin, j'apprends par exemple qu'on a supprimé les mouvements étudiants. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis un produit du mouvement étudiant. Et ce que nous avons fait, mouvement étudiant, après 90, je sais ce que c'est. Et donc, je dis, je ne peux pas accepter qu'on dise plus de mouvement étudiant. De toute façon, ça n'a pas traîné parce qu'après, on a été obligé de les relâcher et de les laisser agir. C'est là le bourdonnement de la jeunesse et c'est ce qu'il faut chercher à contrôler quand vous êtes un vrai gestionnaire. Vous devez savoir les laisser dans leur liberté, mais chercher comment vous faites pour répondre à leurs aspirations. Et donc, les premiers chocs. Si vous me demandez, est-ce que je suis content de comment on a organisé les législatives de 2019, par exemple, je vous dirai non, que je ne suis pas content de la manière dont ça a été résolu. Mais lorsqu'on se focalise de 2021 à 2022... Non. Vous avez vu les problèmes qui étaient posés en 2019 sont revenus en 2020. D'ailleurs, en 2020, je pense qu'on a eu... 2021. Et la présidentielle. La présidentielle, on a même été, on a couru pour rattraper les choses, aller voter ce qu'on a appelé la loi rectificative ou bien la loi explicative. Ou interprétative. Interprétative, on a couru pour rattraper les gens. Lorsque le jeu démocratique n'est pas clair et elle n'est pas ouverte, parfois on peut tomber à ces... Je ne dis pas... Vous pensez que le jeu n'est pas clair, n'est pas ouvert? Non, attendez. Si vous avez vu ce qui s'est passé en 2019, si vous avez vu ce qui s'est passé les élections... Est-ce que quelque part, les acteurs politiques eux-mêmes n'ont pas de responsabilité? Non, quand vous dites... Vous savez, les règles sont fixées. Le moment important en démocratie, c'est le moment de la fixation des règles. Si ce moment de la fixation des règles est raté, c'est que tout le reste sera raté. Rappelez-vous, quand les gens me disent, par exemple, que c'est eux-mêmes qui ont voté les lois, c'est qu'il faut faire la part des choses lorsqu'on est dans un régime démocratique. Au Parlement, 7e législature, nous avons vu ceux qui ont été opposants. D'accord? Et ces opposants-là, peut-être n'étaient pas d'accord. Pourquoi ils sont opposants? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les lois qui étaient votées. Et certains se faisaient des prophètes. Par rapport, si vous vous rappelez ce qu'on disait à Mbedji pour dire, n'accepte pas ça, ils vont te tuer vivant, ils vont faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'ils ont fini de faire ce combat-là, ce petit groupe, on y reviendra. Non, ça dit que ce petit groupe a fait ce combat-là, c'est parce que ce petit groupe trouvait que les textes qu'on voulait voter ne sont pas des textes qui vont garantir la démocratie selon eux, d'accord? Et les textes ont été votés, et après, le Parlement qui a été mis en place, on connaît, et c'était... Aujourd'hui, quel est le problème qui se pose si vous voulez faire le bilan, et politique? Les problèmes qui ont été posés depuis 2019 continuent d'être posés. Et les législatives qui viennent, les gens continuent de dire, non, on doit supprimer telle chose. Même le président Mbedji lui-même, à qui on avait fait de prophéties, la prophétie s'est vérifiée aujourd'hui, et que c'est lui-même qui parle même par rapport à ces lois-là qu'il faut diminuer, ou bien qu'il faut changer des trucs. Est-ce que quelque part, la loi qui avait été votée n'a pas connu des réajustements entre-temps? Je ne sais pas de quel... Si vous parlez de la charte des partis, quand vous prenez les autres de l'opposition, ils vous diront c'est encore la pire des chartes. Ils vous diront que c'est la pire des chartes et que c'est ça qui les exclut. Justement, des commentaires politiques. Et moi, je me rappelle même, pendant les élections présidentielles, quand ça arrivait, que ça bourdonnait, j'ai dit, qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir et de discuter? C'est nous qui avons
C'est nous qui avons choisi d'aller en conférence en 90. C'est toujours nous. C'est nous qui faisons notre démocratie depuis 90 jusqu'à maintenant. S'il y a des choses, les hommes politiques peuvent toujours s'asseoir et discuter. D'accord? Et trouver des solutions à ça. Si aujourd'hui, il y a encore des trucs à faire, moi, je demande que ceux qui peuvent s'asseoir aillent s'asseoir parce qu'on est convaincu d'une chose, le pays nous appartient à nous tous. Et moi, dans l'essence de ce que je défends, les règles démocratiques, elles ne sont pas faites nulle part. Mais lorsqu'elles sont bancales, il faut les redresser. Et nous sommes des humains. Nous pouvons poser des actes et nous avons peut-être fait des erreurs. Il faut les rectifier. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que tout le monde court. Qui vous avez vu, le médiateur est parti là rencontrer les gens. Le clergé a rencontré les gens. C'est pour dire comment est-ce que nous allons faire pour qu'il y ait des élections inclusives et apaisées. Or, les autres disent, voilà les tests qui ont mis des freins, qui ont mis des blocages, et ces tests-là, il faut les changer. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment aller aux élections apaisées, et quelque part, nous sommes appelés à revoir des tests, que les tests puissent donner satisfaction à tout le monde. Alors, Georges Alagonou a habilement ouvert le débat sur l'autre sujet qui nous réunit ce matin, notamment les débats autour de la tenue du scrutin législatif de 2023. Alors, Alain Adiou, comment percevez-vous tous les commentaires autour de la tenue de ce scrutin? De part et d'autre, certains estiment qu'il faille revoir cette disposition polémique et polémiquée de 10%. D'autres, il y a eu dans la foulée également des échanges avec le médiateur de la République, des échanges également avec l'Église, la conférence épiscopale, pas de l'Église catholique. Mais vous, de façon neutre, plus ou moins, si on peut le dire ainsi, quelle est votre analyse? La quadrature du cercle. Les élections qui arrivent, c'est les élections de tous les risques. De tous les risques. Parce qu'on a vu, on ne s'y attendait pas, on a vu 2019. Et c'est resté gravé dans les têtes et dans les esprits. Ça fait longtemps que les Béninois ont vécu des élections soldées par les résultats que nous avons eus, 20 et quelques % de participation, même si la Cour constitutionnelle a porté ça à 25 ou à 27%, c'est toujours un Béninois sur 4 qui aurait permis l'installation du Parlement qui est là. Il y a même des endroits où les gens n'ont pas vraiment voté, mais il y a eu des élus. Bon, mais on passe. Ça, c'est au plan résultat. Au plan de ce que les gens ont vécu, des morts, des casses, des arrestations, des privations de liberté, des moments tendus. Le pays était constipé, excusez-moi l'expression. Les gens n'ont pas oublié ça. Ce que cela a entraîné, c'est le désintérêt quasi total des électeurs par rapport à la chose électorale. Demandez aux Béninois aujourd'hui d'aller voter, ils vous disent « Oh là 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 ». C'est l'affaire des hommes politiques. Si on a quelque chose à espérer, c'est que le président Talon fasse son deuxième mandat et le dernier, et qu'on remette les choses en place. Fatalité pour fatalité? Peut-être. Peut-être même que c'est du fatalisme. Et pourtant, 2023 annonce lourdement 2026. Si ce qui est mis en place n'est pas redressé, n'est pas corrigé, on ne sait pas où on ira. Alors, les échanges avec le médiateur de la République, oui, avec l'Église j'ai eu l'opportunité de participer. J'ai eu l'opportunité de participer à tout ça. Justement, oui. Quel a été leur apport dans le débat actuel? Pour le moment, il n'y a pas encore d'apport concret. Parce que est-ce que ça a été utile, ces échanges? Nous n'avons pas, chez nous, tout au moins, les lois qui règlent le jeu électoral ne sont pas des lois impersonnelles. Mon vis-à-vis a dit tout à l'heure qu'en plein jeu, on a changé les règles du jeu. En plein jeu. 2020, élection communale. En plein jeu. Et ce n'est pas la peine que je vous dise ce qui a entraîné ça. Mais je vais vous le dire. C'est qu'après les élections communales, il y a eu 3 grandes formations politiques qui ont gagné ces élections. 2 proches du président de la République et 1 ou une de l'opposition. Et dans certains gouvernements locaux, municipaux, ils risquaient d'avoir des ententes
entre un parti proche du chef de l'État avec le parti de l'opposition contre l'autre. Parce que le parti de l'opposition avait réuni le plus grand nombre d'élus. J'étais à cette rencontre-là, la présidence de la République, où le chef de l'État lui-même a dit « c'est incompréhensible que l'on voit dans les localités des opposants être soutenus par quelqu'un de la mouvance pour donner le gouvernement de la communauté municipale à l'opposition. Ça ne se passera pas. C'est pas logique, c'est pas bien. En plein jeu. Il fallait trouver des textes pour empêcher ça. Ça fait quoi? Ça fait que le parti de l'opposition, qui pouvait avoir des élus maires, des grandes communes, les maires, il n'en a pas eu assez. Or, 2021 était là. Il fallait, comment on appelait ça, des gens qui vous donnent le pouvoir des parrainages. Et c'est les maires qui devaient parrainer. Vous voyez, 2020 a préparé 2021. Et 2021 est arrivé avec ce que nous avons vu de triste. Donc, ce que le médiateur de la République, la communauté catholique, ce qu'ils essayent de faire, c'est pour prévenir. Nous avons déjà vu 2019. On ne veut plus. Pour prévenir, qu'est-ce qu'il faut? Mais quand ils écoutent les gens, vous l'avez déjà dit, mon prédécesseur vient de le dire, les gens disent on ne veut plus de 2019. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entendu des partis politiques dire nous avons peur de demander que l'on retouche à des lois. Parce que nous avons vu ce qui était nommé, refusé par d'autres, dialogue politique. Nous avons vu ça par le passé. Il y a eu des décisions qui ont été prises au cours du dialogue. Malheureusement, ça a disparu à l'Assemblée nationale. D'autres qui n'ont pas été prises et c'est venu à l'Assemblée nationale. Et à l'occasion de la relecture de ces lois, on a vu ce qui s'est passé. La Constitution a été retouchée, des lois, et tout ça a été fait dans la très grande rapidité, de façon nocturne, etc., etc. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc, on ne veut plus ça. Il y a d'autres partis qui ont dit, mais non, il vaut mieux, nous sommes encore à 6 mois, plus de 6 mois, il vaut mieux, de façon sage, relire certaines lois, diminuer telles exigences, etc. Donc, nous ne savons pas, je finis, nous ne savons pas là où nous allons, mais ce que nous souhaitons, ça c'est pas, je ne suis pas le médiateur, hein, le nous là, ça les concerne, médiateur et la conférence épiscopale, nous souhaitons faire un plaidoyer solide pour que ce qui est arrivé soit évité, que nous ayons des élections apaisées et que enfin les Béninois retrouvent un parlement plus que coloré, c'est-à-dire pas uniquement sous des partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. Alors, Georges Anagonou, quelle est votre appréciation de ces rencontres-là, ces deux rencontres? Il y a eu avec le médiateur de la République, maintenant avec la conférence épiscopale. Selon vous, est-ce qu'elles apportent quelque chose de plus, une plus-value au débat politique actuel? Le doyen a eu l'avantage sur moi de participer en tant qu'acteur politique, peut-être communauté religieuse à ces rencontres. Mais moi, je vais les séparer. La rencontre du médiateur de la République, moi, j'avais des appréhensions par rapport à ça. J'ai dit, quel est le pouvoir que le médiateur de la République a et qui est-ce qui lui a confié une mission? Si c'est le chef de l'État qui lui a confié une mission, donc il se doit alors d'aller lui rendre compte de ce que les gens ont dit. Mais il n'a pas de pouvoir de décision. Il ne peut pas. Et donc, c'est ça peut-être qui renvoie alors à son travail, au travail que la conférence épiscopale puisse faire. Or, conférence épiscopale, c'est une autorité morale. C'est une autorité morale. Et donc, par rapport à ça, la conférence épiscopale a déjà dans le passé, a influencé des décisions politiques et a dit aux hommes politiques, ce que vous faites là, il y a des dangers dedans. Est-ce qu'elle est en mesure aujourd'hui dans le contexte actuel, au regard des acteurs politiques? Ah oui, mais vous avez vu, durant le premier mandat et même pendant qu'on ait su le second, la conférence épiscopale ne s'est jamais tue. D'accord? La conférence épiscopale a toujours tiré, a sonné des alarmes pour dire attention, là où vous allez, parfois, c'est vrai, quand on dit ça, ça ne plaît pas toujours au gouvernant. C'est pas celui-ci, ça a toujours été comme ça, mais c'est toujours qu'il y a des choses à tirer dedans, vous voyez.
Et ce qu'il y a, c'est ce qu'il disait le doyen tout à l'heure, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif qui est devant? C'est-à-dire, on vous appelle, nous voudrions que les élections soient apaisées. C'est ça, les élections qui viennent soient apaisées. Mais dans quelles conditions les élections qui viennent seront apaisées? C'est ça qu'il faut se demander. Nous avons demandé pour les élections législatives en 2019. Elles n'ont jamais été apaisées, ces élections. Ce qui a été plus ou moins apaisé, c'est les élections communales en 2020. Mais quand on est venu aux élections présidentielles, nous avons demandé, on a chanté, ceux qui chantent ont chanté, ceux qui font prier ont prié pour que les élections soient apaisées. Elles n'ont pas été totalement apaisées. C'est d'ailleurs au cours de ces élections que nous avons pu pour la première fois deux camps vraiment retranchés et l'un tiré sur l'autre avec de vraies balles. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé et là où vous savez. Et donc, elles n'ont pas été apaisées non plus. Mais voilà les élections législatives qui arrivent. Et nous disons, il faut que ça soit apaisé. Cela veut dire qu'il existe une gangrène quelque part, que nous devons essayer d'éliminer. Et si on n'élimine pas, nous n'aurons jamais le résultat. Et moi, je voudrais dire quelque chose. J'ai dit, j'ai compris le président Talon. J'ai compris le président. Si vous vous rappelez, quand il dirigeait, il présentait le premier PAG, peut-être certains ont laissé passer ça rapidement. Il disait en rigolant, le président Mbedji était devant, les députés étaient là, et il disait, prochainement, quand ça va venir, les lois, il faut les passer seulement. Si vous vous rappelez, le président a dit quelque chose comme ça. Les lois, quand ça va venir, il faut les passer seulement. Eh bien, pour que les lois puissent passer seulement, le Parlement qu'on a eu est le Parlement qui puisse permettre que ça se passe seulement. Mais seulement ce qu'il y a. Lorsqu'il n'y a pas l'opposition, un chef de gouvernement ne gère pas dans la difficulté démocratique. Il ne gère pas dans la difficulté démocratique. Or, lorsque le Parlement est animé, le doyen l'a dit, en ce moment que ça peut servir de contre-pouvoir, lorsque le Parlement est animé et il y a des antagonistes dedans, mais des antagonistes sur le plan des idées, ce n'est pas qui se battent, le chef de l'État a toutes les difficultés pour gérer. Et il négocie. Et dans ces conditions, parce que ce qu'il y a, le président Talon est en train de faire beaucoup d'efforts. Mais demain, quand on va comparer les résultats, il faudra aussi comparer les conditions dans lesquelles chacun a géré. Les conditions dans lesquelles chacun a géré. Les gouvernements où le Parlement les tirait dans les pieds n'ont pas pu avoir le résultat. Il faut le dire, on aura un meilleur résultat à la fin de ces deux mandats par rapport au gouvernement passé. Mais est-ce que nous allons comparer aussi les conditions dans lesquelles il a pu gérer? Parce que quelqu'un me disait c'était utile qu'il y ait que UPBR au Parlement. Pardon? À vous entendre, on peut en déduire que c'était utile qu'il y ait UPBR seulement au Parlement pour la gouvernance. Ah oui, mais vous pensez que c'est faux? Vous savez, on dit souvent quelque chose, les pays asiatiques ne se sont pas développés avec la démocratie. Hein. Les pays asiatiques sont développés dans les conditions politiques que vous connaissez. Et donc, ce qui est plus difficile en démocratie à obtenir, c'est cette unanimité-là au Parlement. C'est difficile à obtenir. Donc, nous voulons que moi, je souhaite vivement pour le président Talon, parce que je sais qu'il est très stratège, et que même s'il y avait un Parlement où il y a des voix dissonantes dedans, ça ne va pas forcément l'empêcher d'atteindre ses résultats, parce qu'il sait jouer là-dedans. Ce qui va aiguiser encore son truc-là de gestionnaire, c'est que nous puissions faire en sorte que le Parlement qui vient, il puisse avoir des voix dissonantes dans ce Parlement-là. Le président fera face à réellement la gestion d'un pays démocratique, les difficultés à gérer un Parlement démocratique où il y a les voix dissonantes. Et dans ça, il va évoluer et il sera encore beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Alors, Alain Adio, lorsque je retourne vers vous, je viens de vous demander de vous poser la question de savoir, est-ce qu'on doit toucher le texte selon vous? Grande question. Grande question. Et est-ce que, une autre question également à laquelle vous aurez à répondre, est-ce que au regard des enjeux politiques du moment, au regard des acteurs, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, serait-il utile de toujours dire il faut toucher les textes? Nous sommes malades quelque part, nous les Béninois et notamment les hommes politiques béninois. C'est déjà pas très beau qu'à chaque approche d'élection, on retouche le code électoral. On peut faire une lecture continue de cet exercice que nous faisons dans notre pays. C'est pas bien, c'est pas l'occasion, donc on pourra en reparler après. Nous sommes encore à plus de 6 mois, donc il y a des exigences au niveau de la sous-région qui demandent que si les acteurs concernés s'entendaient, que ce soit possible de retoucher à certaines dispositions législatives concernant les élections notamment. Mais ce que je veux dire,
actuellement, la situation n'oblige pas, selon moi, n'oblige pas forcément à retoucher les textes. Les textes peuvent être là, le chef de l'État, puisque c'est de lui qu'il s'agit. La solution, avant les textes, la solution, c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, la solution, ce n'est pas le Parlement, c'est le chef de l'État. Ce n'est même pas l'exécutif, c'est le chef de l'État. Si le chef de l'État dit, écoutez, chers amis, j'entends les voix de part et d'autre, l'opposition, les gens de l'opposition se sont retrouvés, ils ont des doléances partagées. Les deux partis qui sont au gouvernement avec moi, enfin c'est 2+1 aujourd'hui, n'est-ce pas, avec le PRD, et le 1 ou 2 partis qui s'y ajoutent, qui sont autour de... Bon, donc ce qu'on peut dire, mouvance, opposition, il y a des préoccupations qui se rejoignent. Ok, venez, on va s'asseoir. Il s'agit du pays, on va s'asseoir. Qu'est-ce qu'on fait? On peut l'appeler de tous les noms qu'on veut. Concertation politique, dialogue politique, sous la tout ce que vous voulez. En tout cas, lui, le chef de l'État. Ou alors, il désigne quelqu'un, il mandate quelqu'un. Et il dit, officiellement, je lui ai demandé de vous réunir, opposition, mouvance, retrouvez-vous. Je ne vous demande pas de parler le même langage, mais sortez-moi de cet imbroglio-là, trouvez-moi une formule, qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État a la capacité, a le pouvoir de faire comme ça. Et si les acteurs politiques se retrouvaient autour de lui ou autour de quelqu'un qui l'aura mandaté officiellement, vous verrez, vous serez surpris. C'est à ce moment-là que le Bénin va étonner. C'est ça que moi j'appelle de tous les vœux. Donc c'est cette instance qui va dire qu'est-ce qu'il faut toucher ou ne pas toucher. Ou sans même aller au niveau des textes, au niveau du Parlement, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'entendre, pour que le jeu soit ouvert et que les choses se passent bien. Donc tous les regards doivent être tournés vers le chef de l'État. Vers le chef de l'État. Alors, l'autre pomme de discorde et qui fait objet de polémique et de controverse, c'est la disposition des 10% nécessaires à obtenir avant d'accéder au partage des sièges. On en parle, on en reparle. Dites-nous, Georges Alagonou, est-ce que ceux qui en veulent à cette disposition sont les acteurs politiques qui veulent retourner dans les anciens travers, c'est-à-dire des partis politiques claniques, régionaux, se retrouvant dans l'impossibilité d'avoir un parti politique d'envergure véritablement nationale? En réalité, un député d'une localité, on le dit dans les grandes démocraties, enfin celles que nous connaissons bien, et Hermont, par exemple, en France, c'est une localité, mais c'est là où Marie Le Pen arrive à se faire élire. D'accord? Donc elle est députée de là. On ne prend pas, est-ce que son parti a 10% national avant qu'elle puisse être élue? Ce n'est pas ça, au fait. Qu'est-ce que je voudrais dire? Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre le principe des 10%? Oui, j'ai toujours été contre le principe. Je vous dis pourquoi. Vous êtes contre? Et les résultats sur le terrain montrent, je vous dis, les résultats sur le terrain montrent. Si nous étions dans un pays qui se respecte, le maire de Porto-Novo n'est pas maire de Porto-Novo. Il aurait eu toutes les difficultés à gérer la ville de Porto-Novo. Parce que ce n'est pas son parti qui a gagné les élections à Porto-Novo. Vous êtes d'accord? Et dans certaines localités comme ça, où les gens... Mais l'élu le plus proche de la population, c'est qui? L'élu le plus proche de la population. C'est le maire de chez nous, c'est le maire de notre localité. C'est le maire de notre localité. Et donc, que celui qui sera l'élu le plus proche de nous soit désigné par nous, en quoi ça gêne? Pour moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent été contre. J'ai toujours été contre parce que je me suis dit, ça ne permet pas à l'élu d'être réellement l'émanation de sa population. Mais ça s'est passé la même chose. Lorsqu'on sauterait cette disposition, puisqu'elle vous paraît gênante... Ceux qui l'ont voté, on me dit demain qu'on voit ça. Est-ce qu'on ne va pas retrouver dans les mêmes travers qu'on déplorait, où on aura peut-être dans une commune 10 partis politiques, où on va se retrouver encore avec plus de 200 à 300 formations politiques au Bénin? Non, quelqu'un a dit... vous touchez, avec tout ce qui y concourt, le clientélisme, le marchandage. Vous touchez à la réforme partisane. Justement, est-ce que la réforme ne se résume pas à ces 10%-là? Vous voulez... à l'interdiction de d'accord, je viens. Oui. À part UP, BR, Moël Bénin, PRD, les autres partis qui ont réussi à avoir leur récépissé
sont plus forts que les partis dont vous parlez au moment où on a eu 300 et partis politiques? Est-ce que c'est les partis qui sont plus forts, plus représentatifs? C'est faux. Ils ne sont pas plus représentatifs. C'est pourquoi moi j'ai dit par moment que les Béninois, le président Talon avait une très bonne intention en parlant parce qu'on a attendu dans notre pays pour dire naturellement les gens vont se regrouper. Mais en oubliant l'ego du Béninois. Donc les gens ne se sont jamais regroupés. C'est pourquoi on a eu 200, 300 partis politiques. D'accord? Mais les nouvelles règles fixées, là, est-ce que ça a empêché des gens d'envoi, c'est combien on doit avoir dans chaque commune? Et dans les 77 communes, il faut avoir, est-ce que, si c'est de base là, c'est très rapide qu'on va avoir 300 partis. Si on va sur la base d'avoir 15 par commune, c'est très rapide. Donc la règle doit... Mais il y a également les textes qui éliminent les partis politiques. Déjà, après les législatives de 2023, il y a des partis politiques. Non, mais c'est déjà la création de partis. Parce que les autres aussi, au moment où on avait 300 partis politiques, c'est pas 300 partis politiques qui allaient aux élections, hein. C'est pas 300 partis politiques qui allaient aux élections. Peut-être que ça rentrait dans des regroupements, mais c'est quelques partis qui allaient aux élections. Ça, il faut reconnaître ça. Donc, les hommes politiques savent qu'ils vont faire mentir, ils vont faire bégayer le truc, la réforme du chef de l'État. Arriver à avoir de regroupement, c'est encore différent de cette barrière de 10%. Cette barrière de 10% qui enlève aux populations la légitimité, la souveraineté de pouvoir désigner dans leur sein celui qui la majorité de cette communauté aurait désigné. Et donc moi je pense que enlever les 10% ne veut pas dire forcément que on va retomber dans les trucs de 300 partis politiques. Moi c'est pas mon analyse en tout cas. Et donc je voudrais quand même dire quelque chose parce que le doyen l'a dit et peut-être là je suis pas d'accord avec lui pour dire que il dit à la veille de chaque élection, si on lit depuis qu'on retouchait au test. Oui, c'est la vie d'une jeune démocratie. La vie d'une jeune démocratie, n'ayant pas encore atteint la maturité, n'ayant pas encore atteint l'équilibre, à chaque fois, nous avons vu qu'il y a des trucs, nous pouvons les rectifier. Et à un moment donné, naturellement, nous allons faire tout ce qui est possible et la maturité de chacun ferait que nous pouvons entrer dans la stabilité. Moi, j'ai dit quelque chose dans la modification de la Constitution. Durant les régimes qui sont passés avant le président Talon, on a toujours montré que c'est pas possible de toucher à la Constitution. Donc, un jour, au moins la porte qui est ouverte aujourd'hui montre qu'on peut toucher à notre Constitution. Peut-être faire mieux que ce qui a été fait la dernière fois. Mais rester à dire, touche pas à ma Constitution, ça n'a pas été productif pour le Bénin. Alors, Alain Adirou, lorsque je retourne vers vous, votre avis sur ces 10% exigés? Ça a été institué pour résoudre un problème, en réalité. Mais le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu. Vous savez, c'est un débat plus long. On n'a pas le temps de regrouper les partis politiques. Si on se souvient de comment ça a été fait chez nous, là aussi, il faut faire un débat plus ouvert là-dessus, pour que la jeune génération comprenne. Et personnellement, je m'inscris dans ce débat aujourd'hui, n'est-ce pas, pour laisser quelque chose comme héritage. Comment est-ce que, en 2018, 2019, alors que l'idée de tout faire pour diminuer le nombre de partis politiques, en faire de grands partis nationaux, mais ça existait. Et les acteurs politiques partageaient cette idée-là, étaient convaincus. Mais comment est-ce que ça a été fait? Comme j'ai l'habitude de dire, le diagnostic est bon. Pour la plupart, les diagnostics sous Talon, parce que c'est des diagnostics nationaux, très peu de choses ont été inventées par lui et par son régime. Donc les diagnostics sont bons, mais la mise en œuvre des solutions, c'est là le vrai problème. J'étais à l'UN pour des raisons personnelles. J'ai vu les choses venir en 2018. J'ai sonné. J'ai tiré la sonnette d'alarme. Attention, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai vu. Question de couvent, dont je ne peux pas parler aujourd'hui. Comment ça a été manigancé, ça a été fait. Mais ne perdez pas l'idée. Des gens, naturellement, se sentaient portés vers tel parti politique qui soutient le chef de l'État. Et puis, non, ils étaient déjà là. Et puis on a dit, non, quittez là, venez de ce côté-ci. Oh là là, c'est quoi ça? C'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien. Et quand ils ont fini ça, il y a eu des intentions de sortir. Je ne me sens pas à l'aise. On a dit, mais non, vous restez. Vous n'allez pas partir. Etc. Allez à l'intérieur des partis politiques. Moi, pour m'amuser, je dis, mais il y a un seul parti politique, UPBR. N'est-ce pas? Mais non, soyez un peu plus sérieux. L'UP d'un côté, le BR de l'autre. Allez dans l'UP, allez dans le BR, questionnez les gens. Ils vont dire, oh, mais il y a des malaises. Non, on n'est pas d'accord, on n'est pas ceci et cela. Ils ne peuvent même pas s'entendre sur leurs différents forats.
ils s'injurient, n'importe comment, etc. Parce que le vivre ensemble politique, partisan, pose d'énormes problèmes dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devait faire pour mettre les gens en accord? C'est peut-être les idéologies, c'est peut-être il faut trouver les items pour obliger les gens. Mais pendant qu'on oblige les gens, déjà au niveau des partis politiques qui soutiennent le chef de l'État ou qui sont très proches, à ne pas sortir, à ne pas être... De l'autre côté, on facilite la délivrance des récépissés. Quand je dis ça, ça pose problème. On dit, wow, vous voulez qu'on limite? Non, on va faire le débat plus tard. La question des 10% découle de tout ce que je viens de dire. À un moment donné, au dialogue politique de 2019, si mes souvenirs sont bons, on avait dit, c'est une analyse très simple, hein. Pour une élection présidentielle, on comprend que la circonscription électorale soit le pays, tout le pays. Donc que l'on exige à ce niveau que celui qui va gagner ait au moins 10%, ça se comprend. En tout cas, moi, je comprends. Mais quand on prend les élections législatives, la circonscription électorale, on en a 24. La circonscription électorale, ce n'est pas tout le pays. C'est chaque circonscription électorale. Pourquoi ne pas, je rêve, hein, pourquoi ne pas se dire, OK, pour les élections législatives, on exigera 10% dans les circonscriptions électorales. Pourquoi pas? Ça fait une avancée. OK? Ça va décrisper. Pourquoi ne pas dire, au niveau des élections communales, où c'est encore plus réduit, on dira, c'est la commune. Les 10% au niveau de la commune. Puisque au niveau des circonscriptions, il y a au moins 2 communes. Donc vous voyez, les acteurs politiques sont capables d'intelligence. Donc, si les 10% doivent résoudre un problème, ils sont capables de se mettre ensemble et dire, oui, voilà, on ne veut pas qu'il y ait trop de partis politiques, mais en même temps, ceci, attendons-nous, accordons-nous sur ceci. Sinon, ce qui se passe, c'est que le dirigeant de l'exécutif, le chef de l'État notamment, il a tout un peuple à dos. Alors, vous entendez vous proposer que 10% soit exigé pour les élections législatives au plan de la circonscription électorale, 10% par commune au plan pour les élections communales et 10% pour le président de la République. Je dis, voilà une piste possible. Une piste possible. Alors, nous nous abordons progressivement vers la fin de cette émission. Georges Anagounou, il y a également une activité ou une actualité qui a fait la une cette semaine, notamment les propos tenus par les leaders du parti politique Les Démocrates lors de leur tournée de remobilisation. On les sent un peu sur le terrain maintenant depuis quelques jours. Est-ce la preuve qu'ils n'étaient pas véritablement dérangés par le passé ou il manquait d'initiative? Vous savez, au moment où ils étaient en train de faire les formalités pour avoir leur récépissé, je parle des démocrates, et j'ai dit, sur un plateau, j'ai dit à un démocrate pour dire, le danger qui vous guette, c'est celui-ci. Pendant que on ne vous a pas donné, vous n'avez pas encore votre récépissé, ça vous amène aujourd'hui à faire que toute la presse, rappelez-vous, il n'y avait pas de semaine où on ne parlait pas de démocrates, les démocrates, parce qu'ils n'avaient pas eu leur récépissé. Mais est-ce que c'est parce qu'ils étaient en activité politique en ce moment-là? Non. Parce que tout le peuple attend pour dire, la preuve de la démocratie aussi viendra de là, si on peut leur donner leur récépissé. Et j'ai dit, après qu'on va vous donner le récépissé, ce qui va s'ensuivre, votre activisme politique, si vous ne bougez pas, eh bien, vous allez plonger. Aujourd'hui, si ils se sont levés, j'espère que ce qui leur est arrivé pour les élections présidentielles où le parti était divisé carrément, un autre candidat ailleurs, un autre ailleurs, et donc ça ne va pas leur arriver et que les gens pourront taire leur ego. Et lorsqu'ils peuvent continuer cet activisme politique, c'est tout à fait normal pour un parti politique. Il ne faut pas aller se croiser les doigts pour dire les populations vont nous choisir. Non, pas du tout. Vous devez réagir. Et ça aussi, je pense, si vous permettez que je le dise, c'est pas que l'activisme politique aujourd'hui, si on le voit sur le terrain, c'est du côté de Moël Bénin. Disons-nous la vérité, le parti dont on ne ment pas de parler une semaine parce que le parti a posé des actes, c'est Moël Bénin aujourd'hui par exemple, par rapport aux autres grands partis qui sont sur le terrain. Et donc les démocrates reprennent maintenant leur place. C'est là où on les attend, qu'ils puissent vraiment faire bouger la chose politique dans notre pays. Quand ils auront fini de faire ça, les aménagements dont ils parlent et dont le doyen a donné des pistes tout à l'heure, ces aménagements-là viendront, mais ils seraient déjà prêts, ils auraient déjà fait beaucoup de manifestations politiques et qui va faire que les Béninois, les démocrates, ça existe. Quelqu'un s'appelle les démocrates, ils ont fait telle chose, tel endroit. Ajoutez à ça
les petits réajustements et probablement nous pourrons avoir un Parlement qui va avoir beaucoup de démocrates comme députés la prochaine fois. Alain Adio, quel est votre commentaire sur ce sujet? Bon, s'ils ont décidé de faire un peu plus d'activisme politique, c'est tant mieux pour eux. Les conditions, disons, les choses n'ont pas changé. Hein. Hier, c'est non, on affronte le pouvoir, ce qui est fait par le chef de l'État, c'est pas bon, les textes, c'est pas ceci, c'est pas cela, etc. Et ils se sont braqués. Ils ont braqué une partie du peuple. Les mêmes conditions sont là. Le chef de l'État est toujours là. Les textes sont toujours là. Et dans leur position d'hier, quel a été le résultat? Une bonne partie de frères et sœurs béninois sont privés de liberté, sont à l'extérieur, ne peuvent pas rentrer, etc., etc. S'ils ont compris que cette stratégie-là n'a pas été prospère, fructueuse, et qu'ils changent de position, etc., je dirais tant mieux. Mais là, on dira après, mais les conditions n'ont pas changé, rien n'a bougé. Pourquoi vous avez changé, vous, de position? Et ce sera à eux de s'expliquer au peuple, pour que le peuple les comprenne. Je m'en voudrais de mettre un terme à cette émission sans quand même recueillir vos avis sur une autre actualité de cette semaine, notamment la statue qui immortalise les Amazones à Cotonou. Elle a fait couler beaucoup d'encre de salive, elle a fait la une de l'actualité de ces 3 dernières semaines, notamment dès qu'on a commencé par voir tout de suite l'image emblématique de la statue. Le chef de l'État s'y est rendu mercredi dernier après la tenue du conclave gouvernemental hebdomadaire. Georges Anagonu, qu'est-ce que vous en pensez? Des acteurs ou des analystes de la scène politique également ont commenté les réactions de cette statue. Moi, je pense que... Pour d'autres, c'était pas opportun, mais en majorité, beaucoup... C'est une très belle œuvre, tout le monde commande. Nous sommes oui, l'œuvre debout, c'est une très belle œuvre. C'est une très belle œuvre, bon, voilà, bien construite et bien pensée. Mais le débat qui est fait autour, c'est un débat malsain. C'est un débat malsain de savoir qui ça représente précisément. Non, ce n'est pas... On a voulu immortaliser quelque chose. Et on a mis là, on a voulu créer une place. Et on a dit au groupe, que ça soit Tanti Rose ou Tanti Pierre, Tanti Pierrette, c'est pas ça qui intéresse. Et donc ce débat, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une nation en construction. Nous sommes dans une communauté en construction, dans une nation en construction. Et dans une nation en construction, il faut éviter ces débats-là, parce que si finalement on arrive à dire c'est telle personne pour certains, qui a représenté... Pour certains, si je dois répondre, puisque nous émettons sur la toile, oui. Les gens ont faim et donc maintenant on est non, ça c'est encore... Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Non, je veux pas... C'est pas ça qui m'intéresse. Le débat qui était fait et que j'ai suivi un peu, c'est quand on donne un nom. Voilà. On dit c'est tel, c'est tel. Moi je pense on n'a pas besoin de ce débat-là. On sait que les Amazones représentent quelque chose dans notre pays. Chercher à immortaliser cela, c'est une bonne... et intention du chef de l'État, mais ceux qui ont commencé par lui donner des noms, c'est eux qui vont diviser la République. Ils n'avons pas besoin de ça. Alors, Alain Adio, est-ce que vous prenez fréquemment sur le boulevard des Amazones? Quel est votre sens? Dans quel état d'âme vous vous retrouvez lorsque vous passez par là depuis quelques semaines? C'est le boulevard, là où il y a l'Amazone, là qu'on appelle le boulevard des Amazones. Oui, derrière la prison de la République. Ah, on l'a rebaptisé. Avec la clôture du port. D'accord. Je ne savais pas qu'on l'a rebaptisé, c'est tant mieux. Rebaptisé quoi? Boulevard des Amazones. Boulevard des Amazones. Non, c'est comme ça? Non, c'est Esplanade des Amazones. Bon. L'Esplanade des Amazones, oui, j'allais dire. Le boulevard, voilà. c'est un autre boulevard. L'Esplanade des Amazones. Ok, d'accord. Non, autant pour moi. C'est une belle œuvre. Elle a sûrement coûté très cher. C'est bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais vous voyez... Mais est-ce qu'on n'est pas fier d'être béninois? Oh, si, je dis que c'est une belle œuvre. C'est une très belle œuvre. Ça apporte une fierté. Donc c'est très bien. Mais ce que moi je veux dire là, vous voyez, dans le même temps qu'on fait ça, pour les Amazones qui sont loin dans notre histoire, d'accord, et qui représentent quelque chose pour nous, dans le même temps, on cherche à détruire la mémoire de certains acteurs politiques majeurs. Mathieu Kérékou, là où il a vécu, là, au lieu de transformer ça en un musée, Mathieu Kérékou, tout le monde dit, opposition, on reconnaît que cet homme-là est exceptionnel, un grand homme, comme Nelson Mandela en Afrique du Sud, etc. Et on essaye d'annihiler. On voit également les réactions d'une statue aussi. D'annihiler. Dans ce jardin qui est en Si on met la statue,
D'accord, mais pourquoi on appelle ça les jardins de Mathieu Kérékou? Ça donne quoi? C'était un jardinier? C'était quoi? Ou bien, il y aura un musée quelque part. S'il y a un musée à l'intérieur, qu'on appelle ça les jardins de Mathieu Kérékou, mais avec un musée, parce que c'est un homme qui a fait des choses, il a eu de la propriété, il a participé à écrire des choses. C'est un grand homme, pour notre pays en tout cas. Grand à la grandeur ou à la limite de notre pays. Je dis ça pour rappeler simplement. Et il y en a d'autres comme ça. Un pays qui choisit d'oublier sa mémoire, d'oublier son histoire, est un pays qui ne peut pas avancer. Faisons attention à ça. Je salue donc la statue des Amazones et j'invite à ce que on immortalise certains grands hommes de notre pays pour que la mémoire ne soit pas perdue. Donc on peut commencer quelque part. Merci à vous. On a C'est commencé peut-être le début. Non, il ne faut pas que ce soit même le début. On a commencé et qu'on renforce ce qu'on a commencé. La statue de Maga est au nord. La statue d'Isidore de Souza est quelque part. Il y a une statue du cardinal Gantin qui est en train d'être faite, etc. Oui, qu'on multiplie ça. Là où nous avons fait la conférence nationale, que ça ne disparaisse pas, qu'on en fasse quelque chose de très grand. Parce que notre renouveau démocratique est rené à partir de là. Qu'on puisse y aller. Quand moi j'étais en Afrique du Sud, à Johannesburg, quand j'ai été visiter le musée Nelson Mandela, mais je n'en revenais pas. C'est extraordinaire. C'est comme ça qu'un pays se construit. Voilà, c'est tout ce que j'appelle. De toute façon, nous allons voir un peu ce que les jardins de Mathieu vont nous réserver. Merci à vous, Aléa Dio. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, acteur politique. Merci également à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Chers amis internautes, c'était à l'instant Info Hebdo pour ce samedi. Nous aurons bien voulu aller beaucoup plus en détail sur certains sujets, mais le temps qui nous est imparti est assez court. Peut-être que les mêmes sujets feront encore l'actualité la semaine prochaine et nous allons y revenir beaucoup plus en profondeur, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Merci à vous pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZA TV. Portez-vous bien et à demain pour l'invité.